Bon, hello Jules. Salut gars. Bon, tu sais que tu es un peu spécial parce que mon podcast, c'est quoi? C'est soit de la finance, soit les entrepreneurs qui ont été classés au Forbes Magazine. Ouais. Et toi, tu es le premier ou en fait un entrepreneur qui n'a pas été classé au Forbes. Donc déjà, je te le souhaite. Bon, je sais pas à quoi ça porte. Mais ça veut dire que bon, ta boîte, en tout cas, elle m'a tapé dans l'œil. Alors, tu as monté une entreprise qui s'appelle Liber. Donc Liber, c'est une application mobile qui en fait simplifie l'accès, on va dire, à des jeunes comme moi ou à des, on va dire, même des plus âgés comme moi pour investir en la crypto. C'est ça. Donc voilà, donc en gros moi c'est le speech que je donne, mais je te laisse te présenter et en parler un peu plus. Tu as super bien résumé ça, donc bonjour à tous. Merci en tout cas de me recevoir aujourd'hui. Non, tu as super bien résumé ça. Liber, c'est une application mobile qui simplifie l'investissement en crypto pour justement une audience très néophyte qui n'a jamais su faire ce premier pas en investissement crypto. Et le but, c'est que Liber intervienne en tant que simplificateur d'investissement grâce à notre application qu'on a développée pour ça justement. Ok. Donc moi je préparais le podcast et bon, moi je suis pas quelqu'un qui, si tu veux, en soi investir en crypto, connaît vraiment bien le monde de la crypto. J'ai toujours été ceux qui ont été un peu, tu vois, un peu craintifs de toutes ces avancées là. Pour plusieurs raisons, mais on en parlera et puis surtout tu donneras un peu ton point de vue. Mais donc du coup moi je suis pas le mec le plus fort, on va dire, dans les termes de définition. Donc on avait parlé un peu avant. On va passer sur une première partie un peu définition pour même tous les auditeurs qui sont un peu comme dans mon cas. Déjà, est-ce que tu pourrais, voilà, assez simplement définir ce qu'est une crypto-monnaie? Oui, bien sûr. T'es typiquement notre cible, donc c'est super qu'on fasse ce podcast pour tout le monde. Alors une crypto-monnaie, c'est très simple, c'est une monnaie numérique qui est utilisée, stockée en ligne et qui est sécurisée par des techniques qu'on appelle cryptographie. Okay. En gros, c'est comme si tu avais un cadenas que tu posais sur ton argent en ligne, soit quand tu le stockes, soit quand tu l'utilises pour faire des investissements, payer des gens, etc. Et la clé de ce cadenas, qui est du coup numérique, et seul toi et toi seul ne la détient. Voilà, c'est aussi simple. Et est-ce que c'est ça qu'on appelle la blockchain? Alors, la blockchain, c'est encore autre chose. Okay. La blockchain, en fait, si tu veux, pour le vulgariser au maximum, imagine-toi un grand livre numérique qui est partagé du coup sur Internet et qui est accessible à tous et en gros sur lequel on va aller rentrer des transactions. Ok. En gros. Et ces transactions, à chaque fois qu'elles vont être écrites dans ce livre, elles vont être du coup sécurisées. Sur cette blockchain et c'est ce qui garantit en fait, si tu veux, la sécurité, la transparence, le fait de pouvoir tracer des fonds, etc. Et pour revenir sur l'exemple de mon grand livre, à chaque fois qu'une page en fait est complétée, tu tournes la page comme dans un livre et tu complètes la suivante. Et dans une blockchain, les pages ne sont pas des pages, ce sont des blocs. Et à chaque bloc complété, tu passes au prochain. Et donc, comme tu l'auras compris, ça fait donc une chaîne de blocs, autrement appelée blockchain. Voilà. Ok, ça c'est bien expliqué ça. Ça, il y a du vrai travail derrière. Ok, et donc c'est quoi le lien en fait, on va dire, entre la crypto et la blockchain? En fait, les crypto-monnaies, donc je vais te prendre l'exemple de Bitcoin par exemple. Très bien. Bitcoin qui est à la fois une crypto-monnaie et aussi en fait une blockchain. Le lien entre les deux, c'est que quand on va aller mettre des transactions sur la blockchain Bitcoin, on va avoir ce qu'on appelle des mineurs qui vont venir en fait sécuriser le réseau. Les mineurs, en fait, si tu veux, c'est un peu des chercheurs d'or numériques qui utilisent des ordinateurs super puissants pour résoudre des problèmes très complexes pour en fait sécuriser chaque transaction. Et en fait, en contrepartie de ce travail-là, on va utiliser la monnaie, cette fois-ci Bitcoin, pour les rémunérer. Ok, est-ce que là, je commence à comprendre un peu le système. Ok, et quelle différence entre le Bitcoin que tu viens de m'expliquer et d'autres crypto-monnaies? Alors, il y a une multitude de crypto-monnaies sur le marché, il y en a des milliers qui servent à beaucoup de choses. Alors, tu as des utilités très classiques, par exemple des crypto-monnaies de gouvernance, on va appeler ça comme ça, qui peuvent être assimilées, si tu veux, à une action, en fait. Plus tu vas en détenir, plus tu vas avoir un droit de vote, en fait, si tu veux, sur un projet. Donc ça va être les tokens de gouvernance, on va appeler ça comme ça. Tu vas avoir les tokens d'utilité, par exemple, qui vont être utilisés dans des jeux en tant qu'actifs, qui vont permettre du coup d'acheter des nouveaux héros, d'acheter des nouveaux personnages, des nouvelles armes, etc. Donc tu as ces deux types d'actifs qui vont être classés donc, soit en utilité, soit en gouvernance. Et après, tu as des actifs comme Bitcoin qui, pour eux, alors là, c'est encore sur un autre niveau, pourraient être considérés comme réserve de valeur à terme. C'est vrai, donc voilà, c'est dépendant du projet, en fait, si tu veux, un token, l'utilité d'un token varie énormément, en fait. Ok, et juste pour faire un petit topo comme ça, c'est quoi les 3, 4, 5 plus connus crypto aujourd'hui? Les plus gros, ça va être Bitcoin, Ethereum et Solana. Ça va être vraiment le top 3 des cryptos les plus connus. Et donc, du coup, c'est quoi le projet derrière Ethereum et Solana? Alors, ce sont des blockchains, en fait, si tu veux, sur lesquels on va venir
venir construire des projets. Ok. Et donc en fait, ces blockchains-là sont sécurisées de par la capacité du réseau. Ouais. Et derrière, ça va te permettre en fait d'aller construire n'importe quoi dessus. D'accord. Donc sur Ethereum, tu vas avoir des jeux qui vont être construits, tu vas avoir des protocoles de finances décentralisées qui vont permettre de faire du prêt, de l'investissement, etc. Ok, et donc en fait les projets, tout le monde peut Exactement, en fait c'est des gros terrains de jeu, si tu veux, pour les développeurs, qui leur permettent vraiment de faire tout et n'importe quoi, et de manière complètement décentralisée, autonome, et sans avoir en fait besoin d'un prestataire ou autre pour mettre tout ça en place. Et donc moi je pose un peu plein de questions comme ça, mais là on a parlé des mineurs. Ok, et moi je voulais te demander qu'est-ce qu'est un minage crypto-monnaie, donc c'est ce que tu m'as expliqué. En fait c'est ça, c'est exactement. Et donc ils vont être payés en bitcoin. Pour sécuriser le réseau. À chaque fois qu'une transaction elle vient, il y a des personnes, ou des ordinateurs du coup, qui vont venir sécuriser chaque transaction pour l'authentifier en fait, si tu veux. Ça marche. Et une fois que la transaction elle est apposée, elle peut plus être modifiée, elle peut plus être changée. Et ce qui garantit du coup cette histoire de sécurité et de transparence que tu as. D'accord. Et donc moi j'ai aussi appris, je crois, que le bitcoin il est limité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de bitcoin qu'on veut, c'est ça? Exactement, il est limité à 21 millions d'unités. Ce qui va dans le sens, quand je te disais que ça pouvait être considéré comme une réserve de valeur à terme, c'est parce que, à contrario des monnaies fiat qui peuvent être imprimées par les banques centrales, Bitcoin ne pourra pas être imprimé plus que les 21 millions d'unités qui vont être produites dessus. Et un peu comme ça, moi je me rappelle récemment, il y a eu ce qu'on appelle le halving. Oui, exactement. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? Alors en fait, le halving, ça va venir diviser les récompenses des mineurs. D'accord. Ce qui du coup en fait... Parce qu'en fait on arrive à un moment où il y aura on peut pas donner plus. En fait tous les 4 ans, la récompense des mineurs... On dirait un jeu le truc. Ouais. Non mais c'est drôle, mais c'est très bien pensé dans la mesure où à chaque fois que, donc tous les 4 ans, les récompenses que perçoivent les mineurs vont être divisées par 2. À terme on va arriver à des récompenses très minimes à chaque fois que le réseau sera sécurisé par un mineur. Et ce qui en fait a pour but de faire augmenter le prix du Bitcoin dans la mesure où l'actif devient de plus en plus rare parce qu'il est de plus en plus difficile à être créé en fait. D'accord. Et alors attends, c'est drôle parce que je crois qu'on ne sait pas qui a créé le Bitcoin, non? Non, alors il est connu sous le nom de Satoshi Nakamoto, mais derrière, il y a eu plein de thèses, c'est drôle parfois de se balader sur les forums et sur internet et de regarder toutes les théories qui existent sur qui est cette personne. Parfois il y en a même qui disent que c'est un groupe de personnes et non pas simplement une seule personne. Et toi qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Justement, je préférerais ne jamais le savoir en fait. Si tu veux, ça casse un peu le mythe en vrai. Ça casse un peu le mythe, je trouve, et c'est une beauté, je trouve, dans l'écosystème crypto de ne pas savoir, si tu veux, qui est à l'origine de tout ça. C'est tellement bien pensé en vrai. Tu m'expliques et en réalité, ce que tu m'as raconté, j'ai appris 90% de ce que tu as dit, je viens de l'apprendre. Et c'est vraiment c'est pour ça que Liber existe. Ouais, non, c'est top, on en parlait, c'est top. Et alors attends, moi du coup j'ai feuilleté un peu, j'ai regardé les posts sur LinkedIn de Liber. Là récemment tu as fait un post sur un stablecoin, je crois, on est passé de USDT à USDC, comme ça. Alors on a rajouté l'USDC du coup sur la plateforme. Qu'est-ce qu'un stablecoin déjà? Un stablecoin c'est un token qui est adossé à une monnaie fiat. Donc là en l'occurrence pour l'USDT ça va être le dollar. Mais tu as des stablecoins qui sont adossés à l'euro, etc. Donc en fait, ça te garantit ce qu'on appelle un PEG de 1 à 1, donc un USDT vaut $1. Et ce qui te permet en fait de ne jamais avoir besoin de changer tes actifs crypto en actifs fiat sur une plateforme, parce que l'USDT c'est une crypto. Et ce qui te permet de jamais avoir besoin de repasser en fiat à chaque fois que tu veux mettre fin à un investissement, si tu veux. Et en fait, l'USDT et l'USDC, du coup, de cette manière, ils doivent quand même répondre à des normes qui vont être par rapport à ces monnaies fiat, du coup, c'est suite à donc, les régulateurs européens, en fait, si tu veux, sont en train de créer un framework qui s'appelle MiCA, Marketing Crypto Assets, qui va venir réglementer tout le marché européen. Et dans ce cadre-là, tu as une réglementation sur les stablecoins. D'accord. Alors, il y a plein de paramètres, je ne vais pas tous les expliquer, mais tu as une partie qui explique qu'un pourcentage de tes réserves doivent être backés par du cash. Absolument. Et malheureusement, ces pourcentages sont très gros. D'accord. Et du coup, ce cash-là, des fois, il n'est pas là. Voilà, c'est ça. Donc là maintenant, comme je t'ai expliqué, moi je suis vraiment quelqu'un qui a toujours été un peu débutatif par rapport au monde de la crypto-monnaie, parce que je ne comprenais pas, parce que j'ai pas non plus cherché à le comprendre, mais aussi parce qu'il y avait toutes ces histoires-là de oui en fait ça sert à du blanchiment, ça sert à le dark web, on paye comme ça. Il y a une réalité, mais aujourd'hui je pense que
en apprenant un peu, c'est qu'on tend à s'éloigner de cette réalité-là pour arriver vers un nouveau monde. Bien sûr. Mais de toute façon, du blanchiment d'argent, alors voilà, énormément de choses sont en train de se mettre en place aujourd'hui en France et à l'échelle européenne pour mettre des vrais process en place pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Et nous, tu vois, en tant que entité régulée, on est obligé de se soumettre évidemment à tout ça. Donc on a des process en interne pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. On a des checks à faire sur les transactions, qu'elles soient en fiat ou en crypto, pour limiter évidemment au maximum et rester réglo avec ce qui nous est imposé par le régulateur. Ok, et par exemple, là, une seconde crainte qui pourrait mettre en doute, on va dire, la crypto-monnaie selon moi, est-ce qu'on va voir ce que tu me réponds, c'est aujourd'hui, c'est les banques centrales, elles décident de dire, ok, en fait, on a compris, maintenant on va créer notre propre crypto-monnaie, en cherchant à évincer, si tu veux, les autres. En fait, ça va complètement à l'encontre, si tu veux, de l'idéologie Bitcoin, qui est une monnaie décentralisée, libre de tout gouvernement, etc. Le fait d'avoir une crypto centralisée, tout de suite, la dimension crypto, en fait, elle n'existe plus trop, dans la mesure où c'est contrôlé, c'est encore quelque chose qui pourra être recréé à la guise des banques centrales. Après, c'est un avantage pour harmoniser, en fait, si tu veux, un peu plus le cadre réglementaire et légitimer. Mais en réalité, voilà, ça va quand même à l'encontre de cette idéologie pour laquelle on est un peu tous là. Mais du coup, les gens pourraient en fait dire non, moi ça m'intéresse pas votre crypto-monnaie parce que je veux garder ce côté-là décentralisé. Ça pourrait, mais d'un autre côté, les banques centrales et les régulateurs européens ont le pouvoir de dire aussi demain, si tu possèdes de la crypto, c'est illégal. Et dans ce cas-là, mettre un terme complet à l'utilisation. Mais ça, cette hypothèse-là, elle est possible, hein? De quoi Tu penses que c'est possible qu'aujourd'hui un gouvernement se dise j'arrive pas à comprendre la crypto-monnaie donc je préfère l'interdire? Oui, c'est possible. Si tu regardes en Chine, c'est ce qui avait été fait. Ils avaient interdit les détentions, les échanges, c'est vrai, je me rappelle, il y avait eu une baisse énorme. C'est complètement faisable. Mais voilà, maintenant qu'on a un intérêt, si tu veux, assez grandissant des institutionnels, on a les plus gros hedge funds au monde qui ont commencé à se positionner dessus. En fait, si tu ça, ils tuent tout l'écosystème, en fait. Voilà. Je vois ce que tu empêches les gens de détenir de la crypto, donc par défaut d'interagir avec ce monde-là. Donc très compliqué. Et après, moi, j'avais aussi cette question-là, cette crainte par rapport à l'opacité, mais en fait, j'ai l'impression que le fait que ça soit, il y a une blockchain en fait derrière, que ça soit crypté. En fait, on pourrait remonter on peut revoir l'historique, non? Ce grand livre-là numérique. Exactement, il est public sur Internet. Si demain tu veux regarder l'historique de la blockchain Bitcoin, tu peux. Alors ça te prendra du temps parce qu'il y a beaucoup de transactions dessus, mais c'est quelque chose de complètement faisable. Parce que voilà, tout est traçable et à chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite sur le réseau Bitcoin, elle est retrouvable, retraçable. Tu peux voir combien a été échangé, acheté, vendu, de quelle crypto à quelle crypto, de quelle adresse à quelle adresse. D'accord. Après, tu ne sais pas nécessairement qui a derrière ces adresses. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant aussi pour les gens qui en détiennent. C'est ça, voilà, exactement. Ok. Bon, je pense que là, j'ai bien appris. Je pense que tu as été un très bon professeur pour l'instant. Donc maintenant, on va concentrer un peu plus sur toi et bien sûr sur Liber. La question, c'est comment tout commence. Et quand je te demande ça, c'est peut-être revenir à tes expériences passées, avant, pré-Liber. Pour toi, il est où déjà le point de départ, peut-être dans ta jeunesse, de cet intérêt-là vers l'entrepreneuriat, mais aussi vers la finance? Donc moi, j'ai fait mes études à McGill. Je sors de McGill, un séjour un peu écourté à cause du Covid. Je bosse entre-temps chez PwC Luxembourg, conseil financier et assurance. Et par la suite, à la Bourse du Luxembourg sur le marché obligataire vert. Donc rien à voir avec les cryptos. Mais en 2019-2020, je pars à une soirée et... entre potes et dans cette soirée je tombe sur un mec qui me prend par la main et qui va m'expliquer jusqu'à 4h du mat qu'est-ce que c'est Bitcoin, à quoi ça va servir, pourquoi c'est un game changer et pourquoi il faut y aller maintenant. C'est quoi ça, c'est 2020? Ça c'est 2019-2020 je dirais. Donc mais le mec, de par, si tu veux, sa conviction me donne cette envie, moi, derrière, d'aller creuser un peu le sujet. Du coup, pendant une bonne année et demie après, je vais aller regarder des vidéos sur YouTube pour m'informer sur des forums, des articles, lire beaucoup, pour m'éduquer un peu tout seul, parce qu'on n'avait pas nécessairement beaucoup de ressources aussi. Et une fois que ça se sera fait, quand je vais arriver à la Bourse du Luxembourg, c'est là où je vais commencer à investir, moi, personnellement, mes ronds, et à prendre goût un petit peu à cet écosystème. Donc j'avais quand même fait un gros travail en amont.
Et voilà. Après, moi, à titre perso, j'aime toujours l'aventure quand ça bouge, de manière générale. Et après mon travail à la Bourse de Luxembourg, j'ai un ami d'enfance qui m'appelle, qui me dit, écoute, avec un ami, on aimerait monter un broker crypto en France régulé pour simplifier l'investissement crypto. Et moi, quand j'avais commencé à investir, ça avait été très compliqué. J'avais dû rappeler justement cette personne qui m'avait initié pour qu'il m'explique comment investir. Voilà. Comment te créer un compte, sur quelle plateforme, comment déposer des fonds. Et ça avait pris quand même quelques jours, le temps qu'on setup tout, etc. Et que j'ai enfin mes fonds sur la plateforme d'investissement. Et au moment où mon ami d'enfance me propose ça, j'ai 3 possibilités. Soit je pars faire du private equity, soit je repars en master, ou on lance Liber. Moi, comme tu as pu l'imaginer, ça rentre parfaitement dans ma thèse. Je commence à investir en crypto, je m'y intéresse. Ça a été compliqué pour moi d'investir et on me propose de monter quelque chose pour... T'as quel âge à l'époque? J'ai 22 ans. Donc à 20 ans, tu fais quand même le choix de dire... Ouais, j'ai 22 ans et je décide, voilà, en septembre, Liber est né. En septembre 2021, Liber voit le jour. S'en est suivi après plein de péripéties, évidemment, jusqu'à ce qu'on puisse enfin sortir notre produit. Mais voilà, l'idée, elle part de ces premiers constats-là qu'on avait fait sur la complexité de l'investissement et le fait que les plateformes aussi ne soient pas régulées, qui était un très gros frein, mine de rien, et qu'il est devenu encore plus par la suite avec les événements qu'on a pu retrouver en 2022 notamment. Donc voilà un peu l'histoire là-dessus. Ok, et donc en fait, tu avais quand même fait des stages à ce moment-là? Ouais, notamment chez PwC, 2 années de suite, et à la fin de mes études, du coup, à la Bourse de Luxembourg. Mais tu avais le sentiment aussi là que peut-être la vie, on va dire, entreprise, c'était peut-être pas celle qui te donne plus envie? Exactement, bien que j'ai beaucoup apprécié les endroits dans lesquels j'ai travaillé, les équipes avec lesquelles j'ai bossé. C'est vrai que pour moi, rester dans un bureau 10 heures par jour, c'était pas quelque chose de viable. J'ai besoin quand même d'être actif dans ma vie, et c'est vrai que la vie d'entrepreneur te fait beaucoup plus bouger, tu as beaucoup plus de rebondissements et tu es un peu en contrôle de tout. Donc ça peut être un désavantage au départ parce que tu sais pas trop comment t'y prendre. Mais ça, c'est gros avantage, si tu veux, de te dire si tu fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Non, c'est donc, vrai. Si tu veux, tu as une sorte de motivation, d'adrénaline, quoi qu'il arrive, qui te pousse à aller bosser. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, même de gens plus avancés dans la vie, qu'effectivement, moi, ça a été un choc pour moi le premier stage. Ça a été vraiment un choc de me dire, ok, en fait, une fois que tu travailles, tu rentres en fait dans le système. Ça, tu rentres dans le système. Et il n'y a pas de moment où tu peux dire, bon, je prends une pause ou... Non, parce qu'à partir du moment où tu t'en sors, la boîte dans laquelle tu as été, tu pourras de manière très compliquée revenir dedans. Exactement. En fait, c'est un cercle où même tu rentres dans une certaine sécurité aussi, parce que... Bien sûr que c'est une sécurité. C'est sûr que quand on lance Liber en septembre 2021, les chances qu'un jour on puisse se payer un salaire, elles sont pas très grandes, même si on a une super idée, un projet, que tout roule relativement bien. On n'a jamais cette sécurité de se dire jusqu'à quand, enfin à partir de quand on va pouvoir se payer un salaire. Et une fois que tu commences à lever, jusqu'à quand on va pouvoir. Donc c'est vrai que tu n'as pas cette sécurité que le système, on va dire, traditionnel t'offre, c'est sûr. Oui, parce qu'effectivement, c'est un choix de... c'est l'instabilité un peu l'entrepreneuriat. Complète, instabilité complète. Tu sais pas où tu seras demain, ce que tu feras, si ton projet va évoluer ou pas. C'est instabilité complète, c'est du stress forcément, mais c'est beaucoup d'adrénaline quand même. Mais c'est quoi, du coup, ce qui te motive, c'est quoi? C'est cette adrénaline que tu vas c'est l'adrénaline que tu as à monter quelque chose et à voir que ça aboutit aussi. Beaucoup d'adrénaline. Donc du coup, tu as cette idée de Liber. Donc vous êtes combien au début? On est 3. Vous êtes 3. C'est quoi les premières étapes? Alors les premières étapes, ça va être une première levée en 2022. Mais avant, on vous appelle, il y a un vrai travail. Avant, en effet, on commence à investir un petit peu des ronds pour obtenir la licence qu'on va obtenir quelques mois plus tard, et développer en fait surtout un premier produit, une première, alors j'appellerais même pas ça une bêta à ce stade de là où on était, mais des premiers visuels de l'application qui vont nous servir du coup par la suite, en plus de la licence qui était en cours, à justement lever ces premiers fonds. Parce que vous avez levé ces premiers fonds grâce à quoi? C'est sur des Figma alors non, c'était un peu plus que du Figma. On avait quand même un produit sur téléphone qu'on pouvait montrer. Évidemment, il n'y avait rien de fonctionnel, il n'y avait pas de back-office, etc. Mais on avait quand même une interface qu'on pouvait montrer avec une bonne idée derrière. Et surtout, voilà, la licence qui arrivait, qui se rapprochait de plus en plus.
ouais. Ok, donc en fait, quand vous pitchez ça au fond, c'est non seulement regarder ce on va faire en application, mais il y a aussi cette... Il y a aussi cet enregistrement PSAN, du coup, qui va arriver quelques mois après. Mais tu as aussi tout le marché à aller chercher, forcément. Et pourquoi c'est important l'enregistrement PSAN? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. L'enregistrement PSAN, nous, tu vois, on dépose le dossier en fin d'année 2021. On l'obtiendra 6 mois après, en juin 2022. C'était obligatoire, en fait, et ça l'est toujours. Donc, c'est pas pourquoi c'est important, c'est que si tu veux pouvoir opérer en France aujourd'hui, il te le faut. Et aujourd'hui, il y a combien d'entreprises qui ont le PSAN? Alors, on est une centaine à avoir le PSAN aujourd'hui. Et c'est des boîtes pour investir dans la crypto-monnaie? Alors, il y a un peu de tout. Il y a des gestionnaires de patrimoine dans les cryptos, il y a des exchanges, des brokers, il y en a qui sont plus dans la finance décentralisée. D'accord. Mais voilà, à chaque fois que tu traites la crypto, en fait, tu as l'obligation. Alors, dans cet enregistrement de SAN, tu as plusieurs volets, on va dire. Et plusieurs enregistrements possibles. Ouais. Nous, on a des enregistrements pour la conservation d'actifs numériques, l'échange, l'achat, mais tu en as qui vont l'avoir seulement pour la conservation, seulement pour l'échange. Donc voilà, ça dépend vraiment, en fait, si tu veux, du business model que tu as. On en parlait parce que tu me disais qu'en fait, avant, c'était beaucoup plus rapide. Ouais. Et aussi beaucoup moins cher. C'était, voilà, c'est le PSAN, c'est des problématiques d'argent et de temps qui, à l'époque, n'étaient pas du tout les mêmes. Qu'elles le sont aujourd'hui, puisque le marché a beaucoup évolué et la réglementation aussi. Et comment est-ce qu'on passe de quelque chose qui coûte quoi, 50 000, 60 000 au début à aujourd'hui 300 000 euros En fait, si tu veux, tu dois avoir beaucoup plus d'opérationnels et de gens en interne. Donc forcément, ce sont des coûts annuels qui sont beaucoup plus gros. Parce que là, c'est plus simplement, on n'est plus sur être avec un cabinet d'avocats, te faire accompagner, etc. On est vraiment sur avoir déjà des process en place en interne, avoir des politiques de confidentialité, avoir tous ces modes opératoires en interne. Qui te permettent de prouver que tu es résilient, que tu peux gérer des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent, des choses comme ça, et que tu as vraiment, je te dis, des process carrés avec des prestataires qualifiés. Et donc, voilà, c'est un coût tout ça. C'est un coût de bosser avec des prestats, d'avoir une équipe ensuite qui s'occupe de tes prestats en interne, d'avoir des gens qui mettent en place ces politiques, tous ces modes opératoires. C'est très chronophage, très long, et c'est un travail monstrueux que... Voilà, quand on y était à l'époque, on ne s'attendait pas, si tu veux, à ce que ça prenne autant d'ampleur. Dans nos têtes, c'était un peu, on a le PSAN, hop, on va laisser peser. Ouais, c'est bon, c'est fini, en fait, c'est que le début. Et en fait, non, c'était vraiment que le début, et ça ne fait qu'évoluer jusqu'à là, le règlement européen qui arrive, Marketing Crypto Asset, qui va du coup encadrer tout le marché européen pour simplifier. En fait, c'est une bonne nouvelle en vrai, ce genre, parce que ça veut dire que les gens ils sont prêts à dire, ok, en fait, on va commencer à l'accepter, ce monde-là. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, ça part mine de rien des régulateurs et des entités bien plus grosses que les entreprises en tant que telles. Ça vient vraiment des régulateurs, c'est politique aussi, de choisir d'encadrer réglementairement un marché, parce que ça veut dire que tu lui donnes forcément de la légitimité et que tu permets aux gens derrière de pouvoir aller utiliser ce marché. Donc du coup, l'idée de Liber, comme tu me dis, c'est que toi, tu avais galéré pour une première inscription pour investir. Donc c'est quoi, Liber, vous offrez quoi, une rapidité par rapport à... On offre plein de choses, mais notamment cette rapidité, cette intuitivité, une simplicité hors pair que tu n'as jamais vue sur aucune plateforme d'échange crypto aujourd'hui. On permet l'entrée en relation, donc la création de ton compte, et l'achat de crypto. Tout ça, ça peut être fait en 5 minutes 30 top chrono. 5 minutes on a réussi à simplifier énormément tout en restant évidemment dans les cadres réglementaires, parce que tu as des obligations forcément. Et on permet en fait, si tu veux, l'achat de crypto par Apple Pay, et tout en fait dans cette idée de simplifier le processus. Et pour pousser le truc encore plus loin, pour t'expliquer à quel point ça a été simple et pourquoi on le voulait aussi simple que ça, quand on a commencé à créer vraiment les premiers visuels de l'application, on est passé par une agence qui est venue interviewer des dizaines et des dizaines de personnes comme toi, qui n'avaient jamais investi, qui avaient entendu parler, en leur demandant très simplement qu'est-ce que vous attendez d'une plateforme crypto, qu'est-ce que vous n'attendez pas aussi, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir. Et de là, en fait, on a découlé un énorme sondage, du coup, qui a permis derrière de construire en fait cette application. Donc on est venu chercher notre cible pour construire un produit pour eux, si tu veux. Et aujourd'hui, tu vois, on a une simplicité d'exécution qui est très très rapide.
On parle de quelques clics, quand dans certaines plateformes, il faut vraiment aller chercher les boutons pour échanger. Ouais, on ne sait pas trop où c'est en plus. Et c'est très complexe, si tu veux. Sur notre application aujourd'hui, on est très limité en termes de boutons, mais c'est ce qu'on voulait aussi. Et c'est les retours qu'on a aussi sur l'application. C'est un choix et les gens sont super heureux de ne pouvoir faire que 2-3 clics pour investir. Voilà. Parce que donc moi, dans ma tête, il y a Liber, mais je me suis dit que c'est quand même un marché super important. Donc moi, dans ma tête, j'ai Binance. On en parlait tout à l'heure, tu me disais que Binance, c'est un mastodonte du truc et que c'est une autre idée. Mais que vous arrivez à vous différencier sur, par exemple, des frais de transaction qui sont moindres par rapport à d'autres. Oui, alors c'est sûr que c'est pas nécessairement l'approche qu'on met le plus en avant, on va dire. Mais c'est vrai qu'en interne, on a réussi à optimiser énormément nos coûts, ce qui nous permet de proposer les frais qu'on propose aujourd'hui à nos clients. D'accord. Mais ce qui intéresse le plus nos clients, ça reste vraiment l'application aujourd'hui. La simplicité, l'intuitivité. C'est simple, l'intuitivité, c'est ergonomique. Même en termes de design, de couleur, si tu veux, l'image de marque que Liber reflète, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on peut voir sur le marché aujourd'hui et qui parle en fait, mine de rien, beaucoup aux gens. Non, mais je pense que c'est important parce que, tu vois, par exemple, moi j'ai fait plusieurs banques et en réalité, me dire si je paye un 5 ou un 7 là, tu réalises pas totalement. En fait, l'idée c'est juste, est-ce que par contre, c'est simple. Voilà. Moi, les gens adorent Revolut, adorent Lydia, par un truc comme ça, parce que c'est juste. C'est quelques clics. C'est un clic, c'est bon, ils savent qu'ils peuvent envoyer. Et c'est ce qu'on a essayé de travailler du coup avec Liber, cet aspect de c'est très. Donc moi aussi, je suis une boîte, donc maintenant j'ai plein de problématiques en tête. Il faut qu'on parle de business model, des coûts, etc. Donc si on rentre un peu dans les détails, donc le business model c'est quoi? C'est par rapport aux frais de transaction? Ouais, c'est ça. Ok. C'est quoi aujourd'hui les coûts? Alors du coup les coûts, échange de crypto à crypto, on va prendre 0,5%. Ok. Donc vous prenez 0,5%. Ouais, c'est ça. Et sur la partie, alors tout ce qui est dépôt, retrait crypto, on prend rien du tout. C'est juste les frais de réseau qui est à payer. D'accord. Par contre, là où on prend d'autres frais, ça va être sur l'achat de crypto contre monnaie fiat, en gros. D'accord. Donc quand tu vas venir déposer par des euros, on va prendre des tarifs dégressifs en fait, dépendant des montants que tu mets. Donc plus tu vas mettre en gros sur l'application, moins on te prendra de frais dessus. Ouais. Mais vos coûts, c'est quoi à vous? C'est-à-dire qu'est-ce qui coûte cher pour on bosse avec des prestataires qualifiés sur toute la partie check transactionnel, check aussi au niveau du KYC. Lorsque tu te crées ton compte, on est obligé. Ça a un certain coût aussi parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir une transaction, à chaque fois que tu vas déposer de l'argent, tout ça c'est checké en interne. Donc en plus d'avoir des prestataires avec qui tu bosses là-dessus, on a nous des équipes en interne pour ça aussi. Donc les coûts c'est là où ils vont être majoritairement, ça va être sur tes prestataires avec qui tu bosses pour faire tourner ta boîte. Des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement au départ, mais les coûts que tu as sur tes serveurs, par exemple, pour faire tourner ton appli, ton site web. Et en plus de ça, les employés, du coup. D'accord. Vous êtes combien d'employés aujourd'hui? On est une dizaine en tout. Une dizaine, ok. Et donc, tout le monde full-time? Alors non, on a une partie full-time, une partie part-time, parce que il y a des missions sur lesquelles on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des gens en full-time. Mais on va dire la partie mère de la société, là oui, elle est full-time, bien sûr. Ok, et donc vous avez levé 2 millions en 2022. Ouais. Donc ça a été vraiment c'est ce qui a permis de nous financer. Ouais. Ok, et vous avez une vue sur les prochaines étapes de votre évolution? Alors sur les prochaines étapes, donc là on est en pleine levée de fonds du coup. À l'heure où on parle maintenant, alors on parlera un peu plus de Liber après, mais on est plus sur des problématiques de scale aujourd'hui notre business, d'aller chercher plus d'utilisateurs pour générer plus de volume, parce que toute la partie, on va dire, compliquée de la création d'une société a été faite. On a notre enregistrement PSAN, on a nos équipes, on a développé la tech, le produit. Et voilà, maintenant on commence à avoir de l'attraction, mais on a faim, on veut aller plus loin. Et forcément, ça représente des coûts plus importants sur les enveloppes marketing et acquisition. Et voilà, les raisons pour lesquelles aujourd'hui on relève. Et le PSAN, c'est que en France? Alors, chaque pays, si tu veux, a l'équivalent de son PSAN. Mais le PSAN français est le plus avancé, si tu veux, sur la réglementation actuelle. Il se rapproche énormément, en fait, de l'agrément européen qui va arriver. Alors, il y a 2 niveaux de PSAN aujourd'hui en France. Il y a l'enregistrement, qui a été délivré à la centaine de PSAN qui existent aujourd'hui, et l'agrément, qui est le niveau 2. Qui n'a été délivré qu'un seul PSAN en France, une filiale de la Société Générale. Cet agrément-là est très très proche, si tu veux, de l'agrément européen. Ce qui, si tu veux, facilite énormément
la possibilité ensuite d'obtenir le passeport européen. Bah oui, parce que en fait... Mais donc voilà, tous les PSAN aujourd'hui à l'heure actuelle qui ont ce qu'il faut en termes de fonds et de temps se positionnent tous sur l'agrément. Oui, parce qu'aujourd'hui l'IBER, du coup, ça peut exercer, on peut exercer qu'en France. En France, c'est ça. Et donc l'idée c'est que ce PSAN européen sorte et que vous attaquez directement le PSAN européen pour pouvoir choper tous les autres pays. Ouais, on est déjà forcément obligé d'être en amont et de se positionner gentiment dessus, mais oui, le but c'est ça. Ouais. Parce que vous pouvez pas aller de manière, on va dire... En fait, si, on pourrait demain aller exercer au Luxembourg, par exemple, mais il faudrait qu'on aille au Luxembourg et qu'on obtienne l'équivalent du PSAN luxembourgeois, si tu veux, pour pouvoir aller prester au Luxembourg. Pareil en Allemagne, voilà. Et pourquoi la France pourquoi avoir choisi la France? Parce que c'est, on va dire, marché francophone et que c'est la maison. Parce qu'à ce moment-là, on connaissait beaucoup le PSAN, nous aussi. On connaissait aussi pas mal de personnes dans l'écosystème en France. D'accord. Et le choix, il a été très rapide dans la mesure où, voilà, l'équipe mère, en tout cas, est basée en France. Donc, c'était un peu un choix par défaut, j'ai envie de te dire, et qui était réfléchi quand même, parce que le positionnement français, de manière réglementaire, était et l'est toujours très intéressant, très compétitif aussi. Et se positionner dessus, c'était une aubaine, en fait, si tu veux, pour nous. Ouais. Et donc là, du coup, pour revenir sur le LIBER, donc là, moi je suis un peu les chiffres. J'ai en tête celui de la semaine dernière, peut-être, une semaine et demie, où vous avez dépassé 1 million de volume. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc 1 million de volume, donc c'est vraiment le million, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'est quoi un peu les chiffres que tu veux dévoiler, les utilisateurs Alors moi, ce que je peux dévoiler, c'est ce qu'on met en ligne. Donc voilà, donc on a dépassé le million de volume transactionnel. On a plus de 5000 téléchargements sur l'appli. Trop bien. Voilà, et les clients, ça ne fait qu'augmenter tous les jours aussi. Pareil sur les actifs qui sont sous gestion. Alors pas sous gestion, on n'est pas gestionnaire. 20 on peut investir sur 20. On peut investir sur plus de 20 cryptos aujourd'hui. Okay. Voilà, le but c'est qu'à terme on en rajoute, évidemment. Ouais. Mais pour le moment, on a choisi de mettre les 20 plus grosses market cap qui existent aujourd'hui. Donc là, pour quelqu'un qui nous écoute et qui donc se demande est-ce que je vais l'installer LIBER là dans 5 secondes. Aujourd'hui sur LIBER, tu ouvres l'application, en 5 minutes comme tu l'as dit, tu crées ton compte. Voilà, c'est ça. Simple, tu peux aller faire une douche et quand tu reviens c'est fini. C'est ça. Tu as accès à des crypto-monnaies, est-ce que tu as accès à des stratégies, est-ce que tu as accès à des petites options? On a rajouté un petit truc en plus du simple achat et vente et l'échange qui vont être des stratégies d'investissement que tu vas pouvoir te créer toi. Et en gros, ces stratégies, elles vont te permettre de faire ce qu'on appelle du DCA, Dollar Cost Averaging, ce qui te permet en fait de manière récurrente d'aller investir dans les cryptos que tu as choisis. Donc, par exemple, demain, tu as envie de te créer une stratégie avec du Bitcoin, de l'Ethereum et du Solana. Allez, très bien. Tu as envie de mettre 25% dans Bitcoin, 25% dans Ethereum et le reste des 50% dans Solana. Tu vas décider de mettre 100 € par mois dedans, admettons. Et donc tous les mois, tu as 100 € qui vont venir automatiquement. Qui vont venir être investis proportionnellement à ce que tu as mis en pourcentage. Donc tu vas avoir 25 € sur Bitcoin, 25 € sur Ethereum et 50 € sur Solana tous les mois. Et donc ça te permet de créer du coup tes stratégies, d'automatiser. Tu peux le faire de manière journalière, hebdomadaire, en changeant les pourcentages, en ajoutant plein de cryptos aussi forcément dedans. Et ce qui te permet d'automatiser en fait tout ça et de toujours dans cette problématique de simplifier l'expérience utilisateur. Et donc là maintenant, pour toi, LIBER, c'est quoi les prochaines étapes, on va dire, dans la création de l'application? C'est-à-dire, on a parlé de rajouter des cryptos, de nouvelles stratégies. C'est quoi peut-être est-ce que vous avez une sorte d'application, on va dire, un peu exemple, je sais pas. Alors là, ce qu'on aimerait déjà mettre en place, c'est vu que l'application a été lancée quand même très récemment, on a encore pas mal de petits travaux à faire sur notamment ajouter des cryptos, faire ce genre de choses. On est aussi beaucoup dans des problématiques aujourd'hui de scaling, comme je te l'avais expliqué. Donc ça va être vraiment les points phares, on va dire, dans les prochains mois. On a pour but aussi de faire des changements en interne pour accélérer encore plus le process d'investissement, de création de compte, de simplifier encore plus. On passe de 5 à 30 secondes. Non, de simplifier encore plus l'expérience, de la rendre encore meilleure, avant de trop se positionner sur des grosses mises à jour, en tout cas de l'application, parce qu'on n'a pas envie de s'éloigner non plus trop du produit initial qu'on avait et de devenir en fait ce que toutes les plateformes deviennent trop compliqué. Donc on essaie de rester en fait, si tu veux, au maximum dans un premier temps sur cette simplicité et
Voilà. Donc, donc toi aujourd'hui t'es CEO, c'est quoi en gros tes missions? Parce que Alors, les missions d'un CEO, elles sont diverses, comme tu peux t'en douter. Tu représentes la marque. Hein, il y a plein de choses, c'est représenter la marque, voilà, gérer les équipes aussi, mine de rien, faire en sorte que les équipes communiquent bien entre elles aussi. C'est être ce lien entre toutes tes équipes, parce que quand quelqu'un en compliance va te dire en fait on aurait besoin de ça sur l'application en plus, parce qu'on est obligé, il va falloir aller communiquer avec la partie IT, voir comment c'est faisable, mettre une stratégie pour implémenter tout ça, le tester, etc. Donc voilà, c'est être ce lien entre toutes les équipes. Au-delà de ça, tu as des problématiques qui restent de manière générale, tu le verras dans ta boîte, qui vont être des choses tout bêtes, auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais tout ce qui est comptabilité, gérer les salaires, ressources humaines, le recrutement, toutes ces petites choses-là auxquelles tu ne penses pas nécessairement quand tu as ce genre de boulot. Et après, tu as forcément aussi la casquette, il faut qu'on aille vendre notre produit, il faut qu'on aille chercher de l'utilisateur. Tu fais tout. Voilà, tu fais tout, et voilà, dépendant des boîtes, tes missions sont différentes quand tu es CEO, évidemment. Mais voilà, tu touches forcément à tout. Mais tu restes quand même toujours dans cette problématique de mettre une bonne image sur ta marque, bien sûr. Et aller vendre ton produit, montrer que ça existe et que ça fonctionne aussi, mine de rien. Et pour développer encore l'application, vous essayez de garder contact avec les utilisateurs Ouais, on essaye, si tu veux. Eux, d'eux-mêmes, viennent vers nous aussi parfois, nous donnent des feedbacks. Et ça, c'est très, très valuable, bien plus qu'on ne le pense. Parce que quand on lance un produit et qu'on a des gens qui viennent vers nous, simplement nous dire « c'est génial ce que vous faites », wow. Mais c'est super, mais je vais dire un truc, j'avais regardé un truc sur YouTube, là, je crois que c'était il y a 2 semaines. Cette marque, je sais pas comment ça s'appelle, cette marque canadienne là, qui faisait les couettes, les coussins, les trucs, un truc en 3 lettres. Œuf c'est les chaussettes je crois, mais un truc œuf, uf, ou je sais plus comment. Et en gros c'était des jeunes qui avaient dit on va créer une couette de malade, etc. Donc ils voulaient créer une bonne couette pour l'hiver, ils créent la couette, etc. Ils font des ventes comme pas possible. Le problème du retail c'est qu'ils font des stockages, etc. En fait l'été arrive, personne n'achète. Donc ils se disent mais pourquoi les gens n'achètent pas, etc. Et en fait ils se disent bon on va appeler le consommateur. Et en fait, ils se disent, attends, mais en fait, les consommateurs donnent la réponse. C'est l'été, juste, elle tient trop chaud ton truc. Bien sûr. Et mine de rien, c'est les gens qui nous font tourner aussi. Donc, on est de facto obligé d'en prendre soin, mais on le fait pas parce qu'on est obligé, on le fait parce que sans ces personnes-là, on tournerait pas non plus. C'est ces personnes qui vont nous dire, en fait, et on leur demande des feedbacks, on vient les voir, on vient leur dire, bon, écoutez, génial, on est super content que le produit vous plaise, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit encore mieux ? C'est trop bien. Okay. Et c'est ça. Et en fait, c'est là où, si tu veux, quand je te disais on va améliorer l'application, c'est en fonction aussi des retours qu'on nous fait sur les gens qui utilisent le produit, parce que c'est eux qui nous font tourner, donc c'est eux qu'on va écouter aussi. Nous, on a des idées, on a des choses qu'on veut mettre en place, mais on n'a pas nécessairement tout en tête. Bien sûr. Et les gens qui en fait ne sont pas dans le produit vont te donner ce recul que tu n'as pas nécessairement quand tu es en plein dedans. Ils vont te faire un peu sortir la tête de l'eau et te rendre compte que c'est très bien, mais ça pourrait être mieux si vous faisiez ça. Si à la place de ce bouton-là, il y avait ça, tu vois, et t'es tellement dans ton truc que parfois tu... des fois tu oublies en fait. C'est pas que tu oublies, c'est que même tu prends plus trop le temps que tu prenais au départ pour peaufiner ton appli. Moi, je me souviens au départ, quand on lançait le produit, on était en permanence sur notre tel à tester le moindre bouton, la moindre fonctionnalité pour voir si tout fonctionnait. Aujourd'hui, je m'en occupe malheureusement beaucoup moins, mais j'adorais ça. Et tu ponces vraiment ton produit, tu vas chercher chaque petit détail, chaque point, chaque couleur, chaque typologie. Mais ça arrive assez vite en vrai, parce que tu as cette adrénaline, comme tu dis au début, où en fait tu es presque maniaque sur ton truc. Moi je me rappelle, là, je monte un site et en fait j'étais là, chaque détail, je me dis non, là remonte d'un tout petit peu le titre, etc. Tu es très perfectionniste au départ et tu fais les trucs, je regarderai à la fin. Mais si tu n'avais pas fait ce travail, si tu veux, en amont, tu n'aurais pas le recul que tu prends aujourd'hui parce que tu es quand même satisfait du produit que tu as monté. Exactement, en fait c'est un truc à 2 vitesses. Exactement. Non, mais c'est l'entrepreneuriat, c'est un truc de malade. Mais du coup, donc, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu as été CEO en fait, sur le tard. En fait, oui. J'avais écouté dans un podcast que tu as fait. Et puis je regarde sur LinkedIn surtout. Et c'était commencé Head of Sales, après Managing Director, etc. Parce qu'effectivement, en fait, au début, on t'appelle, c'est ça. Donc c'est quoi, on fait rentrer dans la boîte et en gros l'idée là ça va être de commencer à monter le produit. Donc monter le produit ça veut dire il va falloir commencer à bosser avec des gens. Au-delà d'avoir une équipe en interne si tu veux. Au départ on était vraiment sur du free etc. Mais il fallait quand même des prestats pour faire tourner ta boîte. Il fallait aller choper
des crédits chez AWS pour éviter que ça te coûte une blinde par mois, plein de petites choses comme ça, et des prestataires ensuite beaucoup plus importants pour faire tourner ta boîte, qui vont être tous ceux qui s'occupent des checks pour le financement du terrorisme, blanchiment d'argent, les prestataires qui te font tes créations de comptes, donc le KYC. Et voilà, beaucoup de mise en relation, d'aller chercher le bon prestat qui va faire en sorte que tu vas pouvoir faire ton KYC en 5 minutes 30 par exemple. Ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, c'est le marketing, non ? Oui, forcément. Alors, je sais pas, parce qu'en fait, techniquement, oui et non, ce qui coûte le plus cher, ça va être les salaires et le marketing. D'accord. Non, c'est parce que moi, je trouve que vous êtes pas mal. Tu vois, moi, je suis sur mon téléphone, le truc, et je vous ai vu sur plusieurs fois sur Insta. Vous êtes pas mal, hein. Vous attaquez sur le truc. Ah, il faut. Et donc du coup, aujourd'hui, tu es CEO, alors que bon, voilà, enfin, vous avez commencé à 3. Est-ce que ça veut dire que les deux autres sont sortis, que tu es le dernier ? Non, on est sur un board, on a un board ensemble, et du coup, avec une vue beaucoup plus globale. Aujourd'hui, c'est vrai que le job de CEO, il y a quand même beaucoup d'opérationnel, depuis que le produit est sorti aussi. Ouais. Les responsabilités sont différentes, et vu que c'est moi qui m'occupais beaucoup de la mise en relation avec les prestataires et de l'image de la marque aujourd'hui. Du coup, c'est venu un peu naturellement, si tu veux. Et voilà. Bon, ça m'arrange, hein. Ouais. Je t'écoute de toute façon. Donc là, il y a une partie qui est super importante dans le podcast. C'est toujours un peu sa dernière partie, mais c'est la partie conseil. Ouais. Parce que bon, le podcast, il a été fondé, on va dire, au début pour voilà, éduquer. Au début, c'était les étudiants, on a lancé un peu tout le monde. Donc voilà, la première question que je posais, c'est donc toi, tu as créé ta marque, enfin, tu as eu l'idée à 22 ans. Ouais. Tu as dit, ok, c'est bon, je suis prêt à mettre en tout cas, pendant quelques années, faire une croix sur le PE, qui aujourd'hui, le PE, on connaît le commerce, on a droit le PE, mais attends, mais t'es malade. Qu'est-ce que tu dirais à cet entrepreneur-là, à ce jeune-là qui hésite et qui hésite finalement entre cette stabilité-là, mais qui est peut-être pas aussi jouissif que en fait. Quand je me revois, quand on a commencé à monter tout ça, tu le sens en fait. C'est un sentiment d'adrénaline, t'as envie de tout défoncer, t'as envie d'aller chercher tous les clients de la terre, t'as envie de vendre ton truc, t'as envie de le créer sur tous les toits. Ouais. Et du coup, en fait, c'est une motivation que tu as en toi. Ouais. C'est une petite flamme qui t'abrite, si tu veux, et qui t'habite aussi, mine de rien, beaucoup, parce que tu as envie de faire fructifier ton truc. Tu as envie d'aller jusqu'au bout de ton idée, tu n'as pas envie de te dire un matin, un an après, en faisant ton 9 to 5 dans un bureau, merde, j'aurais dû le faire, quoi. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Et à l'époque, quand tu le fais, tu dis je monte, et au pire, ça ne marche pas, je repars en PE. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, quand tu te lances dans ce genre de choses, après, il est très difficile, si tu veux, de re-rentrer dans le système, on va dire, de re-rentrer dans la matrice traditionnelle, dans la mesure où moi, demain, je ne me vois pas du tout, si tu veux, repartir. Ouais, t'as goûté à la c'est la liberté, parce que tu travailles quand même une liberté, si tu veux, mais t'as aussi... Plus mental, parce que pour moi, tu travailles plus... Non, mais tu ne travailles pas. Oui. Tu ne travailles pas quand tu es habité par ton projet. C'est pas la notion de travail. Ouais, c'est ça. Et quand tu es à ce stade de décision de est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas, alors évidemment, prépare ton lancement. N'y va pas en étant à sec, etc. Pense un petit peu comment ça va se dérouler. Sois sûr d'avoir quand même, on ne sait jamais, des plans B sur les mois qui vont venir quand tu vas monter ta boîte. Mais si tu sens que tu peux y aller, vas-y. Après, voilà, il faut les épaules aussi, parce que c'est pas... Bien sûr. C'est pas donné à tout le monde de poursuivre pendant des années quand ton truc il fait des up and down en permanence, si tu veux. Donc voilà. Mais c'est même pas un conseil, si tu sens que ça peut le faire, que tu as la motivation pour, et que tu es vraiment habité par ton projet, tu manges, tu bois, tu parles de ta boîte en permanence, et tu te rends pas compte. Hein. Et parfois on te le fera remarquer, hein, parce que tu seras énervant, tu ne parleras que de ça. Mais d'un autre côté, heureusement, ça veut dire que tu es à fond dedans. Là, c'est compliqué si t'es pas à 100% déjà. Voilà. Si tu as des doutes au départ, etc., n'y va pas. Si tu doutes trop, si tu hésites vraiment. Non, moi, j'ai pas hésité. Non, mais c'est vrai, mais je vais dire un truc. C'est vrai parce que moi, je sais que tu étais habité dès le début. Donc voilà, pour les gens qui savent pas, nous on s'est rencontrés, on va dire, avant. Et je crois qu'on s'est rencontrés avec un lien commun. Et c'était une soirée aussi. Et je crois que la première chose qu'on s'est présenté, c'était ouais, salut, t'es qui, ok. Moi, la première chose que j'ai dit, c'est salut, j'ai un podcast. Et la première chose que j'ai dit, c'est salut, je suis liver. J'ai fait ok. Non, mais tu vois, c'est drôle. Mais mine de rien, c'est ce qui fait que derrière. Toi en tant que perso tu vas avoir la motivation pour continuer, mais aussi en fait les équipes avec lesquelles tu vas bosser, elles vont voir un mec qui est motivé, qui a la niaque, qui a envie d'avancer, qui monte son truc et qui est au quotidien à fond. Ouais, j'ai avec toi. Et à partir de ce moment-là, tu as gagné, si tu veux, en tout cas en self-esteem, énormément, et tu te rends compte que tu as les épaules pour le faire, et voilà, il faut avancer. Ouais, un truc que je trouve assez impressionnant aussi de toi et de ta boîte, c'est que
un an après le lancement, tu arrives à lever 2 millions. Ouais. Ça. Là aujourd'hui tu veux lever, pour l'instant c'est pas comment tu vas lever, mais tu veux lever. J'ai l'impression que voilà, le cycle de levée se passe plutôt bien pour toi, alors que moi j'ai quand même interviewé aussi des gens aussi qui étaient, on a galéré pour la levée, on s'est pris tellement de refus, etc. Est-ce que tu as des conseils, ou est-ce que tu peux raconter un peu cette expérience-là déjà de financement? Ouais, bien sûr. Dans la crypto, si tu veux, au départ, c'était un peu les belles années, on va dire, l'âge d'or, en tout cas, avant tout ce qui s'est passé en 2022. T'as levé avant, un peu ouais, avant on a eu la chance avec mes associés vraiment de lever quelques semaines avant que l'hécatombe de crack dans tous les sens se déroule. Donc c'était début 2022. Mais pour des projets en crypto qui ont essayé en tout cas et qui avaient à peine levé avant ou qui essayaient de lever pendant ça, c'était impossible. Malheureusement, ces boîtes elles sont mortes aujourd'hui. Mais de par la conjoncture, si tu veux. Ouais, c'était clairement une question de timing là. On continue alors. Là on continue, en ayant toujours cette histoire de timing en tête. Donc non, on a eu la chance de bénéficier encore de cet essor un peu de l'âge d'or, de la fin de l'âge d'or on va dire des cryptos, avant que tout le volet réglementaire approche, qu'on se rende compte qu'il y a plein de problèmes et que plein de boîtes tombent aussi. Ce qui mine de rien est un mal pour un bien, alors que quand on y était, c'est sûr que c'était un très gros mal. On a eu énormément de mal à recruter, à continuer le projet, etc. Mais là aujourd'hui, on se rend compte que c'était quand même nécessaire de faire un gros nettoyage, si tu veux, des gros acteurs en tout cas qui étaient mal gérés, et d'avoir un cadre réglementaire qui justement encadre toutes ces choses-là. Tu parles un peu des difficultés que tu as eues. Est-ce que tu pourrais revenir assez brièvement sur peut-être une ou deux grosses épreuves ou épreuves que tu as eues avec la création de Libère? Ça a été quoi les moments les plus compliqués? Les plus compliqués, la première levée, l'obtention du PSAN aussi. Et après, ça a été de construire une équipe mère. Et mentalement, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, ouais, je sens que je peux craquer là? Est-ce qu'il y a un moment dans ta création, tu t'es dit... Il y a toujours des moments où tu sens que tu peux craquer. Il y en aura tout le temps. Mais si tu as les ressources nécessaires pour aller plus loin que cette rupture, si tu veux, bien sûr. il ne faut pas t'arrêter là. Parce que c'est vrai que si tu t'arrêtes là, après, tu as d'autres enjeux aussi. Tu as des gens qui ont investi chez toi. Tu as des promesses à aller chercher aussi, mine de rien. Non, il n'y a aucun moment, si tu veux, où je me suis dit il faut que j'arrête, c'est fini, on arrête tout, c'est terminé, ça sert à rien de continuer. Voilà. Mais ce qui était très compliqué, ça a été de se trouver une vraie équipe mère en qui tu peux avoir confiance, parce qu'à ce stade d'une société, si les gens avec qui tu bosses, qui ont des rôles clés chez toi, tu ne les as pas fidèles, voilà, c'est infernal, tu ne peux pas avancer, il te faut des gens qui restent sur le long terme, en qui tu peux avoir confiance. Et c'est un enfer de trouver ce type de personnes. Et ces gens-là sont plus âgés que toi en plus, non? Non, pas du tout. Ah ouais, c'est des gens plus âgés que toi? Qui ont à peu près le même âge. Il y a une personne qui est plus âgée que moi, oui, qui est du coup notre Head of Compliance, qui a une casquette vraiment très réglementaire, et c'est un atout monstrueux qu'on a chez nous. Mais voilà. Mon CTO, mes deux autres développeurs, pareil, c'est des mecs en qui j'ai confiance à 200%. C'était tes potes à toi ou c'est des gens que Pas du tout, c'est des gens qu'on a rencontrés par des connaissances, etc. Mais c'est des personnes en qui j'ai une confiance absolue. Et c'est nécessaire. C'est vraiment un must quand tu montes une boîte et que tu commences à avoir des gens qui travaillent avec toi. Là, aujourd'hui, je ne parle pas d'employés. Je parle vraiment de collaborateurs, bien sûr. Parce que c'est des gens avec qui je parle tous les jours, en qui j'ai besoin d'avoir forcément cette confiance. Et du coup, on investit énormément sur le côté humain à ce stade de la société aujourd'hui, quand on recrute en tout cas. Ok. Bon, tu es entrepreneur, je pense qu'il n'y en a pas non plus partout. En tout cas, les gens qui sont arrivés à un projet aussi abouti que le tien. Voilà, pour voir un peu ton mindset, est-ce que tu as des entrepreneurs un peu, on va dire, références? Est-ce que tu as des figures qui t'inspirent? Alors, dans les figures qui m'inspirent, tiens, je vais remonter un petit peu dans le temps. Quand j'ai bossé chez PwC, j'avais... voilà, j'étais un petit jeune, j'avais 18-19 ans, j'étais... pas nécessairement heureux de faire mes stages. Bon, ça me rapportait des sous, ça faisait de l'expérience. Et puis c'était, mine de rien, avec le recul, des expériences très importantes. Et pourquoi ça a été super important, je vais te le dire. Donc j'arrive dans une équipe, on faisait du conseil en assurance. Donc pas nécessairement ma cam sur le papier, mais c'était un bon stage, ça me rapportait des sous, et c'était dans une bonne boîte, une très bonne école qui est PwC. Et j'arrive là-bas et je rencontre mon boss. Mon boss avec toute l'équipe qui est autour, avec qui je m'entends bien, mais super bien. Ce mec-là, je souhaite à tout le monde d'avoir un boss comme lui. Mais vraiment, je pèse mes mots, parce que c'est à la fois un mec qui est excellent professionnellement et personnellement parlant, et qui arrive à mêler les deux. C'est un mec qui va venir te faire des retours, qui va donner de la confiance dans les personnes en qui lui investit.
C'est un mec qui investit vraiment sur les gens. Et à l'époque, voilà, je te dis, j'ai 18-19 ans, il va me donner des responsabilités d'un junior, alors que j'étais un petit stagiaire, si tu veux. Donc il voit quelque chose en moi qu'il n'y a pas chez d'autres. Et de là se lier une super amitié. Ça pourrait être en termes de différence d'âge pas loin de mon père, si tu veux. Et voilà, et c'est mon boss à l'époque, on se lie énormément d'amitié. En étant au Canada, il viendra un jour à Montréal, on se croisera, je lui ferai faire un tour de McGill, etc. Enfin, génial cette relation. Et puis j'ai gardé ce contact, et les gens avec qui on travaillait dans cette équipe aussi, parce qu'on avait une super équipe. J'étais content d'aller au bureau le matin, de me lever à 7h du mat. J'étais content alors que j'étais stagiaire, j'avais la flemme, c'était l'été, il faisait beau, j'avais été en terrasse à boire des coups avec mes potes, si tu veux. Mais non, j'étais content d'aller au bureau le matin, de foutre mon costard cravate, et voilà. Ça t'a offert aussi un mindset, on va dire. Et ça te donne un mindset énormément, et pour te dire à quel point cette rencontre elle a été importante, ce mec-là aujourd'hui il siège à mon conseil de surveillance. Non. Si. Et c'est un mec avec qui je parle très souvent, à qui je donne des updates en permanence forcément, et qui me conseille, qui me challenge énormément. En fait, ce que j'adore avec cette personne, c'est qu'il te pousse dans tes recoins. Quand tu lui dis non, je suis pas capable de faire ça, il me faut quelqu'un pour ça, il fait bon, en attendant que tu trouves cette personne, il faut que tu sois cette personne. Et du coup, par défaut, tu deviens cette personne. Et finalement, je te rends compte et une fois que tu l'es, en fait, tu te rends compte que mais merde, je peux le faire. Tu vois. Et ce type de personnes, si tu veux, elles sont très très rares. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est encore en contact aujourd'hui et qu'il a un rôle dans notre société. En plus de ça, il a la casquette compliance, risque, etc., qui aide énormément aussi en interne. Mais c'est quelqu'un qui arrive à te positionner et à te challenger sur tout, peu importe son expertise. Et c'est ça qui est incroyable chez ce mec-là. Bon, on arrive au terme de ce podcast. On a l'habitude dans ce podcast de laisser le mot de la fin à l'invité. Oui. Aujourd'hui, c'est toi l'invité. Est-ce que tu as un mot de la fin, des conseils, d'une anecdote peut-être pour les auditeurs? À part vous dire que l'Iber, c'est la crypto à portée de main, pas grand-chose de plus. Ouais. Ok, bon, merci beaucoup Jules d'avoir pris le temps. Merci à toi. Et voilà, ça sortira très vite. Merci. Allez, ciao, ciao. Bye.